Aujourd'hui, les amis, j'aimerais m'adresser spécifiquement à mes enfants qui ne sont pas encore nés pour partager avec eux la mécanique de réflexion à toute épreuve que j'ai créée avec le temps et qui me permet d'avoir le plus d'objectivité et de recul possible lorsqu'on porte un fait à ma connaissance ou lorsqu'une situation m'incombe. Alors, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que grâce à ça, on a tout le temps raison? Encore moins. Est-ce qu'on n'est pas biaisé de temps à autre? Est-ce qu'on ne commet pas quelques erreurs? Eh bien, si. Mais par contre, on comprend, on accepte que rien n'est vrai, que tout est contextuel, et je pense que déjà ce simple constat nous permet de prendre du recul. Alors cette vidéo, elle arrive pourquoi? Parce que probablement 3 ou 4 fois par semaine, voilà, peut-être que c'est moins de temps en temps, peut-être que c'est plus occasionnellement, il y a des gens dans la vie quotidienne ou sur les réseaux sociaux qui viennent me poser des questions et qui me disent: non Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Sur des sujets sur lesquels je n'ai aucune légitimité, sur lesquels je n'ai aucune expérience et sur lesquels je ne sais rien. Alors vraiment, merci pour la marque d'égard et de respect que représente cette marque de confiance. C'est formidable, je vous remercie. Mais par contre, faites attention. Premier point, ne donnez jamais de crédit universel à quiconque, ni une personne physique, ni une personne morale, ni une institution, ni une entreprise. Personne n'est omniscient. Personne n'a de compétences universelles et intemporelles. Les gens se trompent, font des erreurs, et moi le premier. Alors évidemment, quand moi vous m'envoyez des messages comme ça, si je ne sais pas, ce qui se passe probablement 1 fois sur 4, alors bien sûr la majorité du temps c'est sur des sujets que je maîtrise, mais si je ne sais pas, à chaque fois, et vous le savez, je pense que vous pouvez acquiescer, ou vous pouvez en commentaire d'ailleurs citer un exemple que vous avez vécu avec moi où je vous ai répondu comme ça. Je pense franchement que 80% des gens qui me suivent ont déjà eu une réponse comme celle-ci de ma part. Je réponds: je ne suis pas légitime, je n'ai pas assez d'expérience ou de savoir pour te donner l'information, je ne sais pas spécifiquement où chercher, mais je t'invite à faire des recherches, et si je connais quelqu'un qui est plus légitime que moi, alors je t'invite à prendre contact avec cette personne ou à écouter ses contenus, lire ses livres et t'informer auprès d'un savoir qui est bien plus élevé que le mien sur la thématique. Mais ça, les amis, la plupart des gens, et notamment des hommes avec un petit h, n'ont pas l'humilité de le faire. Je vois tous les individus de pouvoir qui ont une certaine influence autour de moi. Lorsqu'on leur pose une question, ils répondent. Ils n'ont pas du tout la capacité et le recul et l'humilité, parce que c'est le mot, de dire je ne sais pas. En fait, ils ont l'impression qu'ils vont perdre leur statut et descendre de leur piédestal s'ils ne répondent pas, au même titre d'ailleurs que j'observe des parents répondre à toutes les questions de leurs enfants. Quand ma nièce de 9 ans, je suis en voiture avec elle et je l'amène à l'école le matin, lorsque elle me pose des questions, je sais pas, au moins, là pour le coup, la moitié du temps, je lui dis je sais pas. Alors j'ai des impressions, j'ai des préjugés, j'ai des intuitions, attention avec les convictions, on y reviendra. Rien n'est vrai, tout est contextuel. Je lui réponds que j'ai pas assez d'éléments pour formaliser une réponse. Et parfois, c'est des choses toutes bêtes. Vous savez, les enfants, ils ont des questions qui sont, voilà, me demander pourquoi est-ce qu'un animal il fait tel ou tel bruit, j'en sais rien. À me demander pourquoi est-ce que l'oiseau il sort plutôt la nuit, plutôt le jour, bah, on va regarder sur Google en fait. Et je lui apprends cette mécanique de réflexion qui est celle de prendre une information, de ne pas croire que l'on sait, mais de vérifier que l'on sait, et à partir de là, d'avancer vers une situation qui est saine relative à la façon dont on va aborder la thématique ou sa propre vie d'ailleurs, parce que parfois, ça touche des sujets qui sont extrêmement importants. Alors, premièrement, je pense que notre société clivante là, qui veut mettre les gens dans des cases, homme contre femme, bien contre mal, raison contre tort, ça suffit, il faut lui mettre un coup de pied au cul à cette société-là et essayer de penser à ce qui nous réunit. Alors ce qui nous réunit, c'est qu'on est d'abord des êtres humains, j'aimerais le rappeler, c'est pas mal. On est des êtres humains qui ont l'ambition d'être en santé et qui ont l'ambition de vivre une vie plutôt saine, faite d'interactions et de rencontres et de beaux moments. Je ne connais pas un être humain sur cette terre qui dit non, non, moi je veux un cancer et je veux pas d'amis. Non, en principe, on a l'ambition d'avoir ces choses-là et c'est une ambition commune. Elle est du coup collégiale pour le coup. Ensuite, si vous me permettez, la digression philosophique, et ça n'a aucun fondement scientifique ce que je dis là, ça n'est appuyé par aucune étude, c'est juste une intuition que j'ai, je vous la partage pour faire une digression qui peut-être élèvera notre niveau de conscience mutuelle. Il se trouve qu'on est essentiellement fait d'eau. Alors vous connaissez peut-être le processus, le cycle de l'eau, avec par évaporation, nuages, pluie, nappe phréatique, absorption, organes émonctoires, bref, l'eau, ça sort, ça rentre, c'est un cycle, c'est tout le temps en mouvement perpétuel, et ça compose essentiellement notre corps, mais pas que. Eh bien, j'imagine qu'il est possible que certaines molécules d'eau qui me composent à la minute où je vous parle soient passées par des végétaux avant, d'autres animaux ou d'autres êtres humains. Je ne sais pas quelle est la véracité scientifique de ce propos, ça vaut le coup de le vérifier. Toujours est-il que c'est intéressant de l'évoquer pour des gens qui oublient un petit peu ce qui les unit et qui zooment probablement un peu trop sur ce qui les divise. Ceci étant dit, maintenant qu'on l'a introduit, j'aimerais vous parler de la différence, qui est pour moi très importante, entre l'intelligence et la culture. Parce que quand il s'agit d'écouter quelqu'un, une institution ou une personne et y accorder du crédit, on est un petit peu perdu. Alors la question, c'est déjà de ne pas
accorder de crédit à quelqu'un juste parce qu'il a de la culture. Oui, c'est bien d'être cultivé, et je vois sur YouTube plein de gens l'étaler dans tous les sens, c'est la mode. En ce moment, si t'as pas lu Nietzsche, Proust, Freud dans tous les sens, t'es un débile. C'est exactement ce que vous font ressentir certains individus qui sont très suffisants à la fois dans leur posture, mais également dans la forme et dans la manière dont ils s'adressent à vous. Je dis pas qu'ils aient une certaine élocution, je sais en avoir une par exemple, c'est la mienne, elle est comme ça. Je vais pas me refaire, je vais pas parler comme un street boy sous prétexte que j'ai envie d'être mainstream, je vais rester moi-même. Mais vous savez, cette arrogance-là, de toujours étaler toutes les 2 secondes ce qu'ils disent de propos qui font référence à des citations ou à des auteurs qu'ils savent très bien que vous n'avez pas lu, et en fait ça crée une espèce de décalage, et pour vous, une figure d'autorité parce qu'ils savent ce que vous ne savez pas. Bien, j'aimerais vous dire que l'intelligence n'est pas relative à la culture, mais c'est lié, l'un utilise l'autre. L'intelligence, pour moi en tout cas, c'est le processus de réflexion à toute épreuve qui permet à quelqu'un d'être logique, et notamment d'être flexible, et de s'adapter en toute situation. L'intelligence, c'est ce qui permet à l'homme, et je parle bien de la race humaine, depuis qu'il existe sur cette planète, de s'adapter à des changements climatiques, à des évolutions contextuelles, économiques, sociales, politiques, et à grosso modo s'en sortir plutôt pas trop mal, bien qu'on fait pas mal d'erreurs aujourd'hui, je pense qu'on arrive à certaines saturations, toujours est-il qu'on est là, et que la vie nous a montré à travers les millénaires que l'homme, l'être humain, a su survivre. Donc en réalité, quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un comme ça, mais peut-être qu'il n'a pas toutes les informations du monde, alors que la culture sert l'intelligence. La culture, c'est un outil. C'est l'outil de l'intelligent pour servir son propos, argumenter, trouver des réponses, agir, s'adapter. Et s'il n'a pas l'information, alors il va la chercher. La culture, c'est pas seulement ce que l'on sait, mais c'est infini. C'est également ce que l'on peut acquérir comme information. Et moi, je l'admets assez aisément. J'ai plus de logique que je n'ai de culture. J'ai pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai besoin ponctuellement d'une information, je vais la chercher. Et je pense d'ailleurs qu'on devrait revoir la manière dont on voit l'éducation et bien plus zoomer sur des mécaniques de réflexion, sur la logique, sur l'apprentissage, la notion d'enquête, sur le fait d'aller au fond des choses et de se servir des informations que l'on va chercher plutôt que de les apprendre par cœur bêtement. Mais nous vivons dans un pays, notamment la France, et qui est bien connu pour ça, qui apprécie donner de la valeur aux gens qui parlent bien, mais qui pas seulement s'expriment bien, en plus agrémentent le propos d'une culture qui semble extraordinairement profonde. Je connais plein de gens cultivés qui sont très cons, tout comme je connais des gens sans culture qui sont des gens brillants, extrêmement intelligents parce que logiques, flexibles et adaptables. Cette première dissociation est intéressante parce qu'elle va vous permettre déjà de savoir que l'un ne va pas contre l'autre, je ne les oppose pas, l'un va avec l'autre mais pas sans l'autre, et que la culture à elle seule ne doit pas vous donner une espèce de biais d'autorité que vous donnez à quelqu'un sous prétexte qu'il sait quelque chose que vous ignorez. Voilà, c'était le point de départ de mon propos. Parce que finalement, quand on veut aborder un sujet et qu'on se demande est-ce que quelqu'un est sérieux, on a quoi comme élément? On a son historique passé, ses études, son expérience, son track record, c'est-à-dire ses faits d'armes. Est-ce que cette personne, historiquement, a plusieurs points de légitimité et de crédibilité sur le sujet qui permet en effet d'asseoir sa posture et de me dire que je peux de facto lui faire confiance sans trop tout challenger et passer mon temps à relire 72 pages d'une étude parce qu'il me parle d'un sujet A ou d'un sujet B. Bien évidemment, quand vous avez un entrepreneur, je vais en citer plein, mais comme Warren Buffett par exemple, qui est plutôt un investisseur et qui a du coup investi toute sa vie, qui fait partie des plus grandes fortunes mondiales, oui, quand il va vous parler globalement de l'économie mondiale, il est plus informé que vous et moi. Il a une expérience de décennies, il a encore les deux pieds dedans aujourd'hui, il a des contacts que vous et moi n'avons pas, qui sont ceux qui tirent des ficelles. Statistiquement, quand il vous dit quelque chose, c'est plutôt vrai. Est-ce que ça veut dire qu'il ne se trompe pas? Bien sûr que si, ça lui arrive de se tromper. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas être biaisé lui-même par sa propre expérience passée? D'ailleurs, je pense c'est l'effet cumulé. On est bien plus biaisé à 80 ans qu'on ne l'est à 23, simplement parce qu'on a une expérience qui est grande, et donc cette expérience, à l'effet cumulé, elle a tendance à orienter un peu la façon chronique dont on voit les choses, mais par exemple, je pense que cet individu reste objectif, parce que lorsqu'on investit, on est obligé de l'être, on est obligé d'être toujours en remise en question perpétuelle, et par exemple, sur ce sujet, on peut lui accorder un certain crédit. Alors il y a le sujet des études. Alors pour ceux qui adorent ça, hein, moi je l'ai, mon petit bac+5, je suis un ostéopathe déo, j'ai étudié la psychologie, les gens, les soigner physiquement, la biomécanique, la santé. Donc voilà, pour les gens qui sont très institutionnels et qui adorent ça, je l'ai mon petit tampon, comme ça t'es content. Mais par contre, pour les gens qui comprennent le pouvoir de l'expérience, pour moi c'est supérieur. Alors c'est comme ça, vous le prenez comme vous voulez. J'ai une personne dans ma famille qui est psychologue qui ne comprend pas ça, un bac+5 en psychologie, ça fait 35 ans qu'elle exerce, elle ne comprend rien aux gens, elle n'a jamais réglé un seul problème pour elle-même, et il y a tout qui ne va pas. Santé, rapport à l'argent, couple, tout qui foire. Je ne comprends pas comment on peut avoir la prétention d'aider des gens
quand on ne sait même pas s'aider soi-même, et je suis désolé d'être aussi dur, mais ça fait partie de ma personnalité, donc je le suis, et la réalité c'est qu'elle s'est arrêtée d'apprendre après 5 ans. Alors que quelqu'un qui a rencontré des dizaines de milliers de personnes en tête à tête, et qui a lu, qui a étudié, qui a écouté attentivement les gens, mais plus qui les a accompagnés en immersion chez eux, pour les aider à entreprendre, à adapter leur vie à leur nouvelle activité professionnelle, quelle qu'elle soit, ok, t'as un restaurant, t'as un e-commerce, t'as ci, t'as là, comment on fait, ta famille, les négociations, les conversations, bah je pense en tout cas que ça a une certaine valeur. Et alors clairement pour ma part, je pense que ça en a plus et je ne suis pas le seul à le proclamer. Est-ce que je réfute l'importance des diplômes? Non. Je suis très heureux d'avoir fait des études. Moi j'ai vécu des études formidables de A à Z depuis que je suis tout petit. J'ai fait plein d'écoles différentes, ensuite collège, ensuite lycée encore différents. Et notamment mon lycée a été extrêmement structurant pour moi. Mes études supérieures pendant 5 ans m'ont beaucoup apporté. Je ne le réfute pas. Mais si je comparais qu'est-ce qui aujourd'hui m'apporte le plus d'expérience et donne de la crédibilité à n'importe lequel de mes propos, c'est tout ce que j'ai fait en dehors de mes études, mais pas seulement ce que j'ai appris formellement. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas arrêté d'apprendre après un quinquennat d'études, comme beaucoup de gens, et comme la personne que je viens de citer. C'est une personne bien, ça me fait de la peine, je ne peux pas vouloir plus pour elle qu'elle veut pour elle-même. Mais la réalité, c'est qu'elle s'est arrêtée d'apprendre, elle s'est arrêtée de se remettre en question, elle ne challenge pas ce qu'elle croit être vrai. Et c'est vrai pour mon médecin aussi. Hein. Mon médecin continue de croire que si tu manges 3 œufs par semaine, tu vas mourir. Toutes les plus grandes études du monde, il y en a une hyper connue sur 117 000 personnes aux États-Unis, je commence à faire un peu de monde, hein, qui a débunké ça il y a longtemps. Tu peux aller jusqu'à 21 par semaine si tu veux, tu n'auras pas de problème. C'est la meilleure source de protéines et de lipides au monde si bien sûr tu fais du sport et que tu ne fais pas partie de certaines catégories de patients avec des prédispositions, c'est pas le sujet d'ailleurs, à des pathologies potentiellement cardiovasculaires, mais c'est une digression que je ne ferai pas ici. Toujours est-il qu'en 3 secondes, je viens de vous montrer que quelque chose que peut-être même vous pensiez être vrai depuis des années, mais non, c'est pas vrai. Et en fait, vous pensez que c'est vrai, pourquoi? Et c'est pour ça que j'aborde ce sujet de comment accorder du crédit à quelqu'un. Le diplôme, l'expérience, les faits d'armes, on fait comment? Pourquoi est-ce que vous croyez ça, par exemple? Si vous êtes vous aussi dans cette croyance qu'il ne faut pas trop manger des œufs, c'est dangereux. Ok. Pourquoi? Qui vous l'a dit? Et là, je vous laisse répondre. Prenez 2 secondes. Ah oui, merde, c'est mes parents. Très bien. C'est des experts nutritionnels, vos parents? Merde, non, il a raison, fait chier. Transmission transgénérationnelle. Ils ont cette info de qui? Les grands-parents. Les grands-parents ont des grands experts nutritionnels. Peut-être plus d'ailleurs, parenthèse. Toujours est-il que quand on est agriculteur, on connaît un petit peu mieux ce qu'était la génération d'avant. Pas oublier qu'on sort de l'ère agraire puis industrielle. Donc nos arrière-grands-parents étaient techniquement bien plus doués sur la nature et l'alimentation que nous. C'est un autre sujet. Mais ce n'étaient pas des experts quand même. Ils n'en avaient aucune idée. Ils avaient des intuitions, des impressions, mais les performances des études qui sont faites aujourd'hui, de comparaison, les cohortes, des méta-analyses qui réunissent plein d'études, tout ça est bien plus performant aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque, on est d'accord avec ça. Donc la science de la nutrition par exemple, elle est neuve, elle est jeune, elle est récente, et elle remet en question plein de choses. Donc je vous questionne, quand vous croyez quelque chose, est-ce que c'est mu par votre propre expérience, votre propre recherche, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a dit? Parce que même là, c'est moi qui parle. Avez-vous lu les études en question? Prenez-vous pour acquis cette nouvelle information que Pierre vient vous donner? Est-ce que vous allez rentrer chez vous ce soir en disant, tu sais quoi, en vérité, on peut manger les œufs, c'est génial, c'est Pierre qui l'a dit. Mais c'est qui Pierre? Alors justement, tu filtres, je fais exprès, je vous challenge, je vois vos têtes en train de regarder les vidéos, je sais très bien que vous êtes en train de vous dire, putain, le con, il pousse dans mes retranchements, c'est volontaire. Je me remets moi-même en question, je fais exprès sur le grill, pas pour que vous soyez chroniquement dans l'incapacité d'écouter quelqu'un, mais justement filtrer. Vous dites, bon, quand même, le type, c'est un quinquennat d'études, puisqu'il y en a qu'adore le petit diplôme. Super, je l'ai. Ok, donc RNCP niveau 1, 7, ça change tout le temps, c'est conneries, j'ai ça. Deuxièmement, quelqu'un qui fait du sport depuis 33 ans, quelqu'un qui s'entraîne, quelqu'un qui maîtrise la nutrition, et d'ailleurs je suis en plein challenge en ce moment, vous le savez, c'est une thématique que j'affectionne, quelqu'un qui, si vous me connaissez depuis des années, passe son temps à s'informer lui-même, à tout remettre en question, et qui est entouré des plus grands experts en nutrition et dans le sport de ce pays, et in fine du monde, puisqu'ils ont indirectement de l'influence sur moi, et que j'écoute des contenus dans plusieurs langues. Donc oui, vous pouvez vous dire, s'il me dit ça, clairement, c'est qu'il a fait assez de recherches pour ça. Puis, grosso modo, vu l'importance que j'accorde à ma santé, hein, c'est pas compliqué. C'est dans le pitch de l'état de bonheur que j'ai, c'est très simple. Il faut que je sois en santé physique et mentale. Il faut que j'apprenne tout le temps. Il faut que je contribue. Mais le premier, c'est la santé. Donc, j'ai pas envie de mourir en fait. Et je dis pas quelque chose pour avoir raison. Non, en fait, j'avance, je recherche, je découvre quelque chose qui est peut-être vrai et que je croyais faux il y a quelques années. Je m'adapte et j'avance. Vous voyez ce processus-là? Eh bien, ça, et on y vient, c'est la mécanique de réflexion à toute épreuve que j'utilise et que j'aimerais partager avec vous. Elle marche très bien pour moi parce que dès lors qu'on me donne une information, dès lors que je lis une vidéo sur YouTube, dès lors que je lis un article, dès lors que je lis un livre, peu importe ce que je prends et quelle connaissance j'acquiers, à chaque fois qu'une situation m'incombe, je n'oublie pas qu'elle est contextuelle, qu'elle est sujet à des notions de prorata, de proportion,
dans une équation multifactorielle. L'équation de la vie, elle est multifactorielle. Il y a des éléments comme le temps qu'il fait, la ville dans laquelle vous habitez, l'état de santé que vous avez sur le moment, l'économie, etc., le gouvernement. En fait, c'est toujours multifactoriel. Eh bien, lorsqu'on vous donne une information, et c'est comme ça au quotidien, c'est vrai pour tout, eh bien, il faut contextualiser. Je vais vous donner des exemples pour vous pousser un peu dans les retranchements, pour vous expliquer à quel point cette mécanique de réflexion et ces éléments que je viens de citer sont toujours utiles, ce que j'appelle moi des préfiltres d'analyse. Admettons que quelqu'un vous dise, sur YouTube c'est la mode, j'ai fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, je suis un expert en business. Probablement que vous allez l'interpréter. Ça veut dire, ah oui, il est fort, c'est génial, 10 millions, c'est beaucoup. Un Français, en moyenne, gagne 1 million d'euros dans sa vie. Donc, quand on dit 10, techniquement, c'est plus dans une vie pour la plupart des Français, c'est 10 fois plus. Alors, c'est plutôt impressionnant. Ok. Alors déjà, chiffre d'affaires et bénéfices, c'est pas pareil. Je peux rentrer 10 millions et en dépenser 9 pour gagner 10, c'est tout de suite moins sexy. Mais ça, vous n'avez pas l'information. Donc, vous allez interpréter, mais forcément mal. Donc, il va falloir fouiller. Vous n'avez pas la temporalité non plus. Vous ne savez pas quand. Je sais pas moi, est-ce que tu as fait ça en 1980? Est-ce que tu as fait ça en 2022? C'est pas la même chose du tout. Est-ce que tu as fait ça grâce à la fortune familiale ou est-ce que tu t'es construit tout seul? Est-ce que tu as utilisé le levier bancaire qui t'a prêté 2 millions d'euros pour en générer 10 ou est-ce que tu es parti de zéro? Ça n'a rien à voir, les amis. Est-ce que tu l'as fait sur une temporalité de 15 ans ou est-ce que tu as fait 10 millions d'euros en un mois? Nous, par exemple, on vient de lever 8 millions d'euros en une semaine, là. Il y a 3 semaines. Là. Bon, bah voilà, ça c'est un chiffre, c'est concret. Maintenant, pareil, on lève. T'es là, oh, mon Dieu, ils sont forts, Red Bull. Oui, attends 2 minutes. Est-ce que ces 8 millions, c'est dans notre poche pour aller acheter des Lamborghini? Non, c'est sur la société. Cet argent va être investi, on va acheter des boîtes avec. On va investir dans des technologies. Et ça va partir très vite parce que c'est ce qu'on appelle le cash burn. On a dans une société besoin, no money, no business, pas d'argent, pas d'affaires. On a besoin de générer des dynamiques, d'innover. Innover, investir et faire du marketing, c'est les points qui permettent à une entreprise d'être en expansion constante. Ce que des sociétés comme Nokia ou Nintendo ont oublié avec le temps d'ailleurs, et certaines d'entre elles n'ont pas survécu. Voilà, jusqu'à ce que pour Nintendo, puisque je cite l'exemple, quelqu'un ait l'intelligence de créer Pokémon Go et comprendre que les consoles c'est bien, mais que tout se passait sur le téléphone, et il a sauvé sa boîte. Une petite parenthèse. Mais toujours est-il que la plupart des gens ne prennent pas le temps de contextualiser et quand vous avez une information qui vous parvient, eh bien vous pouvez être biaisé en quelques secondes. Prenez par exemple des sociétés comme Uber ou Deliveroo. Dans vos têtes, on parle d'uberisation. Vous imaginez? Dans la tête des gens, c'est les boîtes milliardaires, on vous parle des fondateurs qui sont milliardaires en valeur, mais tout ça est un bullshit sans précédent. Les amis, d'abord, on vous parle de valeurs, de parts de société parce qu'elles sont en bourse pour la plupart, pour l'une d'entre elles récemment, entrée fracassante qui ne marche pas d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. On vous parle de valeurs, tout ça est très théorique. J'aimerais ramener 2 minutes. Uber et Deliveroo sont des boîtes pas rentables à la minute où je vous parle. Je sais que ça peut vous surprendre. Peut-être que vous m'écoutez et vous dites, attends, l'autre il nous dit quoi là? Oulala. Il a parlé des œufs et maintenant il m'explique que Uber c'est pas rentable. Parce qu'une société comme Uber ou Deliveroo, elle a plusieurs problèmes. Alors le business, les gens aiment bien compliquer avec des buzzwords. Moi je vais le simplifier en deux. C'est je vends un produit, un service ou un service à des gens qui en ont besoin. Donc j'apporte une solution à un problème. Et la rencontre entre les deux s'appelle le marché, l'offre et la demande. On a créé le capital pour gérer les transactions, pour valoriser le temps, la propriété, la valeur apportée. Ça évite quand je veux acheter quelque chose à quelqu'un que je suis obligé de lui taper dessus pour l'obtenir. Donc au passage, c'est sécurisant, mais nous ferons des vidéos sur l'argent, c'est pas le sujet. Donc ça, c'est le marché. Okay. Quand on a une entreprise, on a des thématiques très simples. La première thématique que l'on a, c'est l'acquisition. Donc on a des coûts d'acquisition pour avoir des clients. Très simple. C'est-à-dire, un client, je vais lui vendre un produit 10 euros, eh bien, combien je vais payer pour que ce type-là me découvre? Donc de la production de contenu, de la publicité, des bons de promotion, par exemple sur Uber, vous avez 10 euros offerts quand vous démarrez. Alors ils ont plein de programmes, mais avec du parrainage, vous arrivez, votre première course, en gros, elle vous coûte rien. Bon, on appelle ça un coût d'acquisition. Si vous rajoutez le marketing, la pub et les 4x3 qu'il y a partout dans le métro à Paris, probablement que le coût d'acquisition d'un client chez Uber, c'est un exemple illusoire, mais je veux appuyer le propos par quelque chose qui est facilement compréhensible, peut-être que ça leur coûte 10, mais que ça leur rapporte 5. Donc déjà, ils gagnent 2 fois moins d'argent que ça leur coûte d'acquérir le client. Alors souvent, les gens qui sont des néophytes relatifs au monde des affaires vont se dire, mais attends, Pierre, je ne comprends pas pourquoi une entreprise ferait ça. Juste pour votre information, c'est parce qu'il y a derrière une autre étape, c'est la rétention des clients. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vend un service, comme les 2 sociétés que je viens de citer, eh bien, on a des gens qui reviennent dessus. Et donc, au final, ça crée ce qu'on appelle une valeur à vie des clients, la lifetime value, pour reprendre une terminologie startup, c'est-à-dire qu'est-ce que le client va apporter à mon entreprise globalement dans sa vie. Pas parce qu'il m'a acheté un produit une fois, mais parce qu'il a acheté plusieurs produits. Pas parce qu'il a utilisé le service une fois, mais parce qu'il l'a utilisé et que ça devient une habitude pour lui. Et donc, il capitalise là-dessus. Donc après, il y a un deuxième coût, c'est pour la rétention. Par exemple, peut-être qu'ils ont observé que 50% des gens n'utilisaient plus l'application après
le premier usage. Ça, c'est pas bon. Ce qu'on appelle le churn, hein, c'est le taux de personnes qui va se désabonner d'un abonnement, par exemple, ou ne plus utiliser un service ou un produit quelconque. Ça, c'est pas bon. Donc, en règle générale, ils réinvestissent encore de l'argent. Et cet argent, c'est encore à perte. C'est de l'argent pour se dire, on va lui offrir des cadeaux, on va lui offrir des coupons de réduction, on va mettre des emails, des ci, des là. Pourquoi? Parce qu'on a envie que cette personne réutilise l'application. Et en fait, ils vont observer dans un tableau Excel, c'est très pratique, qu'au bout de 5, par exemple, courses, à la sixième, eh bien, il y a 90% de rétention. Et seulement 10% des gens qui s'en vont. Ça, c'est intéressant. Et donc là, ça s'appelle un moment de bascule de rentabilité. Donc ils se disent, on peut investir démesurément de l'argent, même à perte, pour garder cette personne 5 fois, parce qu'à la sixième, elle n'a plus besoin de nous et d'actions exogènes pour pouvoir utiliser l'application. Elle peut aller spontanément sur Uber pour faire son voyage du point A au point B, ou Deliveroo pour se faire livrer quelque chose, par exemple. Et donc, c'est un exemple que je donne, ce ne sont pas les chiffres réels, mais vous comprenez, la valeur à vie du client, elle augmente, puisque au bout de la 7e, 8e, 9e, 10e course, elle ne coûte plus rien à l'entreprise, en tout cas marginalement moins, et par contre, elle rapporte de plus en plus. C'est ça qu'on appelle le scale, pour ceux que ça intéresse, le passage de revenus croissants à l'échelle qui coûte de moins en moins et qui rapporte de plus en plus en temps et en capitaux. Donc pourquoi je vous parle de ça et je vous donne ces exemples, pas pour vous faire un cours de business ou d'économie pour les nuls, c'est pas le sujet, simplement pour vous éveiller sur le fait qu'une simple proclamation sur la vignette d'un youtubeur flingué qui veut vous vendre je ne sais quelle solution miracle, parce que des trous du cul, il y en a partout, excusez-moi d'être assez direct, mais comme ça vous apprenez à me connaître, je suis comme ça. La réalité, c'est que ces types-là, quand vous voyez des affiches dans lesquelles ils vous écrivent, voilà, fait 10 millions de chiffre d'affaires, bah maintenant vous avez le mécanisme pour vous dire, attends, c'est quoi le contexte? C'est quoi les proportions? C'est quoi le prorata? Et vous pensez à moi à chaque fois. Si ça peut vous aider et vous éviter de tomber dans des attrapes-couillons, ça serait bien. Donc, je peux continuer comme ça toute la nuit. Demain, vous voyez un avion qui se crache, c'est la même chose. Vous avez quoi? Aucun contexte, juste l'information qui s'est crachée. Il y a deux choses que vous pouvez biaiser dans votre analyse. C'est l'intention du pilote. Est-ce qu'il voulait foutre en l'air tout le monde? Est-ce qu'il voulait se suicider? Est-ce qu'il a juste fait une erreur de pilotage? Est-ce qu'en fait c'est pas de sa faute et il y a un problème mécanique et voilà, c'est malheureusement le hasard qui veut ça? Donc vous pouvez interpréter malheureusement très mal la situation et l'intention derrière la forme de la personne qui pilotait l'avion. La deuxième chose qui peut vous biaiser dans cette situation-là, c'est votre analyse du moyen de transport. À chaque fois que vous voyez quelqu'un qui vous dit il y a un accident d'avion, il y a un drop dans le nombre de réservations, les gens sont un peu en panique pendant 2-3 jours, puis après ça passe vite parce qu'on a besoin de se déplacer, mais notamment parce que les gens ont une peur que je peux comprendre relative à l'usage de cet outil de transport. Alors je reviens au sketch de Gad Elmaleh qui est l'un des plus connus dans lesquels il se moque un peu des gens qui lui disent que l'avion c'est le plus sûr. Mais pourquoi ils le disent les gens? Parce qu'ils sont pas bêtes. Parce qu'ils contextualisent, parce qu'ils ont des notions de prorata et de proportion en tête. Demain, si je vous dis que sur 1 million de véhicules qui circulent, il y a 2000 morts, que ce sont des voitures par exemple, mais que je vous dis que sur 1 million d'avions qui circulent, il y a 2 morts, c'est quoi qui est plus safe? C'est quoi qui est plus sécure? Bah forcément, c'est la voiture ou c'est l'avion? C'est l'avion. Parce que dans la voiture, il y a 2000 morts sur 1 million versus 2 sur 1 million pour le nombre d'avions. Encore une fois, c'est un chiffre qui sort de nulle part, mais c'est juste des façons d'étayer le propos pour que vous compreniez les mécaniques qui vous permettent de vous dire, bah oui, je peux continuer de prendre l'avion. Donc vous voyez, ça, il faut le challenger. Et ce qui le représente le mieux, c'est la justice. Dans la justice, par exemple, vous avez des situations dans lesquelles non seulement des sociétés, je parle communautaire, hein, de personnes entre elles ou d'États, ont des manières totalement différentes de voir une même situation, et vous avez également des circonstances. Je vous donne 2 exemples. Vous rentrez sur le jardin d'un Américain à Los Angeles et vous vous baladez tranquillement parce que vous trouvez que le jardin il est agréable, vous êtes pieds nus sur la pelouse, il sort avec un fusil de chasse, il vous tire dessus, vous êtes mort. Cette personne ne va pas avoir de problème et peut-être même avoir une médaille. J'exagère un peu, mais le second amendement aux États-Unis leur permet même de créer une milice pour se défendre. Donc c'est très discutable cet amendement et nous autres Européens, on a en principe une tendance à ne pas trop l'apprécier. D'ailleurs, on me demande souvent ce que j'en pense en étant en Corse, etc. Les gens fantasment sur pas mal de choses. J'ai un rapport aux armes qui est spécifique. Premièrement, je les déteste aujourd'hui parce qu'elles détruisent plutôt qu'elles créent. Deuxièmement, parce que j'ai des amis qui sont suicidés avec et j'ai du coup une aversion pour les armes à feu maintenant. Et troisièmement, j'ai pas confiance en la capacité des gens à être assez autonomes et sérieux et à se contrôler pour pouvoir être armés au quotidien. Quand je vois comment les gens se crient dessus à un feu rouge quand il y en a un qui démarre pas assez vite, j'ose imaginer si tout le monde était armé, je ne serais pas vraiment rassuré. Donc pour tout ça, je ne suis pas du tout favorable à ça, bien que globalement, je suis plutôt favorable à ce qu'un être humain, quel qu'il soit, ou quel qu'elle soit capable de se défendre tout seul. On parlera de ces notions de fermeté d'ailleurs et de violence dans d'autres contenus vidéo, parce que je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant. Toujours est-il que cet amendement leur permet de légitimer quelque chose qui, en France, pour la même situation, vous ferait passer 15 ans en prison.
Vous voyez la différence? Même situation, contexte différent, loi différente, interprétation différente, c'est du tout au tout, ça change du tout au tout. Vous imaginez comme c'est incroyable, une même situation dans deux pays modernes et qui sont du monde occidental et qui s'opposent fermement. L'un qui donne une médaille, l'autre qui t'enferme pendant 15 ans. C'est incroyable, non? Et vous voyez, c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. En justice, lorsque quelqu'un tue quelqu'un, on pose le contexte. Pourquoi ça dure une semaine un procès, par exemple? Pourquoi est-ce que c'est long un procès d'assises? Simplement parce qu'il faut poser les faits, parce qu'il faut analyser. Pourquoi? Pour vérifier l'intention derrière l'acte. Est-ce que cette personne s'est levée le matin avec l'intention préméditée de tuer quelqu'un? Dans ce cas-là, on la met 15 à 20 ans en prison, avec une peine de sûreté en fonction de la dangerosité et de la barbarie du crime, et je trouve ça très bien. Parce qu'il faut l'écarter de la société. De l'autre côté, admettons que vous faites votre course au marché, vous êtes en train de sentir les tomates avec le petit producteur local, quelqu'un arrive, vous menace avec une arme, vous le bousculez par réflexe, il tombe, il se fend le crâne, il est mort, eh bien vous ne faites pas de prison, et encore heureux. Et si vous en faites, alors moi en plus je suis quelqu'un qui a une sainte horreur de l'injustice, ben, vous venez me voir et je vous aiderai comme je le peux en fait. Je serais même capable de passer le diplôme d'avocat, le CRFPA, pour vous défendre. Vraiment, je plaisante pas. Parce que j'ai une haine profonde pour ce genre d'injustice, et ça arrive malheureusement. Mais normalement, dans 98% des cas, la justice fait le travail correctement et va dire, non mais attendez, vous n'aviez pas l'intention de tuer quelqu'un, vous vous êtes pas levé le matin en voulant faire le mal, vous n'avez pas à passer du temps en prison, vous n'êtes pas un danger pour la société, vous êtes défendu. Soit dit en passant, pour moi, le type devrait en plus avoir une médaille et une prime. C'est un autre débat, ça. Parce que je pense qu'on est encore une fois dans un monde qui s'évade un petit peu trop dans le dev perso. Faire des câlins aux arbres, c'est mignon, manger du quinoa aussi. Mais bon, on va quand même revenir aux bases. On est des animaux à la base, avec une conscience, mais on reste quand même des animaux. Voilà. Donc il est capable, à un moment donné, l'animal de se défendre, et je pense que c'est même un devoir. Mais voilà, ce sera le sujet d'autres vidéos. Mais j'aime bien parler de la justice, parce que ça challenge votre façon de voir les choses aussi. Ça vous rappelle que tout est contextuel, et encore pire, un meurtre. Il n'y a rien de pire. Eh bien oui, c'est contextuel, et ça peut parfois être, entre guillemets, excusé, voire même ne pas être réprimé. Parlons maintenant d'un sujet pour conclure qui va vous parler, le sujet contemporain, actuel du Covid, le sujet de la crise sanitaire. Je sais que c'est en ce moment la mode de s'écharper sur ces thématiques-là, donc j'aimerais vous aider à prendre du recul là-dessus. Alors encore une fois, dans cette vidéo, il n'y aura pas de posture, rien du tout. La mienne, très simple. Dans le brouillard, je freine, je suis vigilant. Donc globalement, dans le brouhaha et le marasme local, voilà comment je fais. Donc j'ai pas de posture particulière. Je suis pour rien, contre rien, parce que tout est contextuel et que être pour quelque chose quand tu as 80 ans et un cancer, c'est pas pareil qu'être pour quelque chose quand tu as 20 ans et que tout va bien. Être pour une décision étatique ou juridique dans une situation donnée, c'est pas pareil que dans une autre. Voilà, donc attention à ces notions-là, et moi pour ma part, je suis extrêmement attentif à ce qu'il se passe, aux faits, et lorsqu'on énonce des faits qui me semblent en effet assez inéluctables, et que je pense qu'il y a une balance bénéfice-risque qui penche dans un sens ou dans un autre, eh bien je vais agir en conscience, parce que j'estime être quelqu'un de responsable. Donc je suis pas du tout quelqu'un d'animé bêtement dans un clan contre un autre, en fait, je respecte et je comprends toutes les postures, parce que nous sommes dans le brouhaha et dans le flou, et que des gens ralentissent et une posture de vigilance ou d'analyse dans le flou, je trouve ça plutôt sain, et je trouve ça plutôt malsain de les empêcher au passage de cogiter. Mais je vais quand même challenger cette réalité pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la barrière, notamment par rapport à ces sujets-là qui sont parfois un peu clivants. Alors j'ai souvenir d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un qui m'est proche, dans le plus haut village de Corse, d'où je suis originaire. On parle de 12 habitants recensés à l'année. C'est pas énorme, donc il n'y a pas beaucoup d'habitants au mètre carré, il y a plus de chèvres. La réalité, c'est que cette personne-là, encore aujourd'hui, quand elle se balade dans nos montagnes, elle a le masque. Et en fait, je lui ai dit juste, écoute, je respecte ta posture. Je ne sais pas, moi, si c'est bien ou si c'est mal, mais j'ai une question. En plus, c'est quelqu'un qui est dans le médical. Combien de méta-analyses tu as lu qui rassemblent toutes les études sur le sujet pour éviter d'être biaisé? Est-ce que tu vas souvent sur PubMed? Et là, elle m'a regardé avec des yeux en disant de quoi tu parles? Bah, je dis justement, je parle de ce qui va pas. Je parle du fait que peut-être c'est bien, peut-être tu fais bien, peut-être ta peur panique, elle est bien et elle est fondée par des bonnes souches. Mais c'est quoi les souches? Est-ce que c'est ta réflexion? Est-ce que c'est ton analyse ou est-ce que c'est celle d'une tierce personne, d'un média ou de quelqu'un ou de quelque chose que tu n'as pas maîtrisé? Parce que si c'est une erreur, ça peut être. Alors pour le coup, c'est pas grave, il n'y a rien de dommageable. Bon, je pense qu'expectorer et ravaler ce qu'on expectore toute la journée en pleine montagne n'est pas forcément la chose la plus intelligente à faire au monde, mais je n'ai pas voilà, de position agressive par rapport à ça, je suis relativement relax, ça ne va pas en mourir, mais par contre,
C'est peut-être pas très utile, hein. Je pense que c'est déjà prouvé pour la plupart des centres-villes à l'extérieur, alors ça l'est d'autant plus en montagne. Vous voyez, hein, c'est intéressant de se challenger, de se dire, ok, je prends une info, mais là on parle de ma santé quand même, on parle d'un mouvement important. Putain, si sur ça, je vais pas essayer de fouiller un peu et de lire deux, trois trucs, pas de lire des fake news sur des sites complètement flingués. Non, je vous le dis, d'aller chercher, même si c'est long, les résultats de certaines analyses, d'essayer de les comprendre. Alors oui, vous allez me dire, elles sont écrites en anglais, la plupart, etc. Traduisez-les. Je veux dire, vous prenez, vous sélectionnez le texte dans Google Translate et vous allez traduire. Soyez un peu plus proactif que dans le fait de toujours subir et d'être passif par rapport aux informations qui vous sont données. C'est mon conseil pour essayer d'être le plus objectif possible. Et donc je pense à elle parce que ça m'a fait sourire. Ça ne fait bien sûr pas de sens qu'elle a un masque dans le plus haut village de Corse avec à peine 12 habitants, donc un tous les 30 000 mètres carrés. Je pense qu'elle peut se relâcher un petit peu et relax la pression, mais malheureusement elle ne le fait pas parce que lorsque l'on est ignorant, eh bien forcément on a peur et on a une posture de constriction, hein, un effet un peu hérisson ou tortue, vous appelez ça comme vous voulez, qui nous protège. Le deuxième exemple que je vais vous donner, et là je vais vraiment vous challenger, c'est celui d'une loi qui a été proposée en décembre 2019 et qui proposait le confinement des populations et notamment le fait qu'on puisse les enfermer chez eux s'il y avait une pandémie. Alors il y a plein de gens qui ont essayé d'utiliser ce propos en disant regardez, il y a un immense complot, avant même l'annonce de la pandémie, 2 mois avant, on a une proposition de loi dans laquelle, il ne faut pas oublier qu'il y avait 322 paragraphes dans le truc, mais bon. Au milieu des 322, il y a donc une proposition, les gens sont en panique. Et vous savez quoi? De prime abord, je le comprends. De prime abord, je comprends que l'on puisse s'interroger quand on voit ça, et c'est normal de le faire d'ailleurs, et de se dire, attends, 2 mois et demi avant qu'on nous annonce une pandémie, il nous parle de confinement de population et de contrôle de population à domicile en cas de pandémie. Et c'est un peu bizarre, non? Et donc finalement, est-ce que c'est une corrélation, une causalité? Est-ce qu'il y a une manipulation ou est-ce que c'est ce qu'on appelle un simple hasard? Comment détecter ça? J'ai fait cet exercice et donc je vais vous le confier parce que je pense que ça peut vraiment vous aider. Alors, premièrement, quand on prend une information comme celle-ci, réflexe, contexte, prorata, proportion, recul. Hein, on attend 2 minutes. C'est pas je saute et je commence à crier au complot. Et au cas où il y a des individus qui sont un tout petit peu plus, un peu trop ancrés là-dedans, je me permets de vous dire ce que j'en pense et c'est assez c'est une notoriété publique, c'est assez ouvert ce que je vous dis, bien que je respecte toutes les postures, parce qu'encore une fois, je suis contre les clivages, donc je vous respecte, mais par contre, j'ai assez d'expérience de vie sur les êtres humains pour savoir que non. Depuis des générations, des gens ne se réunissent pas en plein milieu de la mer Caspienne sur une plateforme pétrolière cachée à 35 mètres du sol, entre chefs de gouvernement qui ne parlent même pas la même langue, qui n'ont pas les mêmes intérêts. Non, ils ne se réunissent pas dans le plus grand des secrets depuis 2 ou 3 siècles pour essayer de tous nous niquer en fait. Non, les amis, ça ne se produit pas. Je vous le dis, j'ai moi d'ailleurs soigné des gens qui sont parmi le top 20 des hommes politiques les plus influents de ce pays actuellement, donc je peux vous dire, ils sont paumés. Ils n'arrivent même pas à s'entendre le midi quand le sujet c'est de discuter de qu'est-ce qu'on va manger à la cantine du ministère. Je plaisante pas, hein. Les mecs sont complètement à l'ouest en fait. Ils sont dans un petit monde, ils sont isolés. Pour moi d'ailleurs, la plupart ne savent même pas ce que c'est que de vivre normalement. Hein. C'est pas un énarque qui sait ce que c'est que d'avoir peur d'ouvrir sa boîte aux lettres parce qu'il n'y a que des amendes ou que des problèmes. Moi quand j'étais étudiant, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Et un énarque n'a jamais su ce que c'était parce qu'il vient d'un milieu social dans lequel cette panique n'a jamais été sienne, dans laquelle il ne sait pas ce que c'est, comme j'ai pu le faire en tant qu'étudiant, d'aller poser 100 CV dans une ville pendant 3 jours et d'avoir des ampoules aux pieds parce que tu fais que marcher partout dans la ville pour rencontrer des gens et pour avoir un boulot. Je pense qu'ils ne savent pas ce que c'est que ce processus-là. Ils sont déconnectés pour la plupart de la réalité, pas tous. On n'est pas, encore une fois, dans un débat de tout le monde est pareil, hein. Il y a des nuances, d'accord? Mais c'est globalement la réalité. Non, ces gens-là ne se réunissent pas pour enfiler des perles sur des sujets de destruction massive du monde. Deuxièmement, et ça c'est important vraiment que vous en soyez convaincus, les êtres humains sont faibles et mentent, d'accord? Les êtres humains, ils ont du charisme et des compétences et soi-disant, ils sont forts jusqu'à ce que ça leur coûte quelque chose. C'est un peu comme l'amitié, ça. Je suis ton ami jusqu'à ce que ça me coûte de l'énergie, du temps ou de l'argent de t'aider vraiment. Hein. C'est pour ça, tout le monde est ton ami dans le Sud. Tout le monde te fait des câlins, mais quand il y a besoin de quelqu'un, il n'y a pas grand monde. Donc attention à cette nuance-là. Pourquoi je la fais? Parce que face aux pires mafias, par exemple, mexicaines, qui te menacent de découper toute ta famille, si jamais tu captes, il y a des gens qui captent. Et qui sont des gens charismatiques, c'est pas le problème. Alors vous pensez sincèrement qu'il n'y a pas un type au bout d'un moment qui aurait dit quelque chose? Vous savez la logistique qu'il faudrait pour déplacer des chefs d'État qui ne parlent pas la même langue dans des endroits secrets pour les faire quitter? Imaginez juste que Macron il quitte l'Elysée comme ça. Alors en secret pendant genre 3 jours, réunion, et tous les chefs d'État en même temps, mais à un moment donné ça se voit. Il faut de la logistique, il faut des gens pour les déplacer, il faut des gens pour l'avion, donc prenez un peu de recul. Je ne dis pas, et attention, au contraire d'ailleurs, je dis complètement qu'il y a. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problématiques de conflit d'intérêts, il y en a plein.
Mais faut pas se leurrer. Vous en avez vous à votre hauteur. Qu'est-ce qui se passe à la hauteur politique? C'est juste une proportion plus élevée, mais c'est la même chose. Bien évidemment, c'est fréquent que des gens en mairie fassent des appels d'offres. Il y en a 3, c'est la loi, c'est obligatoire, et c'est le beau-frère qui passe, comme par hasard. Bon, honnêtement, est-ce qu'on peut le juger ou pas? J'en sais rien. J'ai pas dit que c'est bien ou mal. Est-ce que nous, à notre hauteur, on peut le juger? Je ne sais pas si dans des situations de vie à votre échelle, parce que c'est qu'une question d'échelle, vous n'avez pas fait ce genre de choses-là. Parce que vous ne le jugez pas parce que vous comparez les choses en oubliant les notions d'échelle. Vous dites oui, mais moi c'est ça, eux c'est ça. Oui, mais à la proportion, si vous mettez, c'est un travail mathématique de faire ça, si vous remettez les choses dans leur contexte, en proportion, donc le type s'adresse à 2 millions de personnes, vous à 20 personnes, si jamais vous lissez les deux informations, elles ont la même proportion. C'est-à-dire que ça représente 12% de l'action, par exemple. Seulement 12% de 2 millions, c'est vrai que c'est pas pareil que 12% de 20, mais la réalité, c'est que les proportions sont les mêmes. Donc, je ne sais pas si on peut juger ça. Toujours est-il que, par contre, des conflits d'intérêts, il y en a. Et oui, en effet, il y a des gens qui font n'importe quoi et qui récupèrent certaines situations politiquement à leur avantage, mais c'est pas pour ça qu'ils sont en train de fomenter un conflit, un complot, pour essayer de tous nous niquer. Non, les amis. Ils ont des enfants dans les écoles avec nous. Voilà, donc j'entends des trucs là sur Internet, ça va trop loin. Il y a des gens qui paniquent en avion, ils nous déversent des produits. Bah oui, t'as raison, il déverse des produits sur sa propre femme, le mec il est con, tu vois, jusqu'au bout. C'est connu. Et quand tu les vois s'écharper sur les médias, tu te dis oui, alors c'est des acteurs formidables, quoi. C'est-à-dire que les mecs, après ils se retrouvent, ils se tapent dans le dos et ils boivent du champagne. Non, c'est pas aussi simple que ça. Donc relax là-dessus. Deuxièmement, pour revenir au sujet de décembre 2019 et de cette fameuse proposition de loi de confinement, parce que vous devez être en haleine là, en train de vous dire ah bon mon Dieu, mais il nous dit qu'il n'y a pas de complot, mais il nous dit ça. Oui. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ce que je vous invite à faire. J'ai vérifié dans ma tête déjà. J'ai dit à Tata, y a-t-il eu des problèmes d'épidémie ou de pandémie dans le monde avant? Bah oui, en fait. H1N1, grippe aviaire, pneumopathie atypique. Moi, j'ai souvenir, et ça a été mon point de recherche, qu'en 2003, je devais aller à Toronto, je devais aller donc au Canada, puis ensuite à Montréal, et donc j'avais un avion, c'était Lyon-Toronto, c'est pas très compliqué. Je crois que je faisais Lyon-Paris, Paris-Toronto, mais c'est pareil. Toujours est-il que je devais y aller et que ça a été annulé. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette histoire de SRAS qui venait d'arriver, il y avait 25 cas précisément. 25. Okay, et ils ont carrément limite fermé l'aéroport, ils ont confiné des gens, ils les ont mis un peu en quarantaine et ils ont dit aux gens en France ne venez pas, notamment parce que les vols internationaux c'est quelque chose qu'on va éviter parce qu'on ne sait pas ce qui se passe et on n'a pas envie de propager la pathologie. Et donc il y avait déjà eu un petit mouvement comme ça de micro-confinement. Alors attention, c'était pas dans les proportions actuelles, c'était juste les prémices, mais ça a quand même permis au passage d'endiguer la dite propagation. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça m'a permis de fouiller un peu et que ce soit le gouvernement canadien ou le législateur dans plein d'autres pays, j'ai trouvé des propositions de loi ou des lois d'ailleurs qui permettaient le durcissement en cas de pandémie de la notion de contrôle des populations, de confinement, d'enfermement et même d'ailleurs que ce soit répréhensible du point de vue juridique si jamais les gens ne s'y conformaient pas. Alors je comprends que ça peut être un peu liberticide et qu'on peut sortir dans la rue pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. D'ailleurs, je ne suis pas forcément fan du fait de donner à une institution politique ou étatique un tel contrôle. Clairement, je vous le dis, je ne suis pas fan du tout de ce genre de choses-là. Toutefois, si j'ai de l'objectivité, ici c'est une vidéo sur le processus de réflexion à toute épreuve, parce que rien n'est vrai et tout est contextuel, je prends du recul, je me mets en mode empathie et je me dis, si je suis le législateur, si je suis quelqu'un en politique qui est sain. Parce que dire que de facto, tous les gens impliqués en politique sont des gros cons qui n'aiment pas les gens, c'est stupide. C'est comme je vous l'ai dit moi, ce sont des gens qui sont déconnectés de la réalité pour la plupart d'entre eux, mais pas tous. Moi j'ai des gens auxquels je pense qui sont maires de villes, sont des petites communes par exemple de quelques milliers ou dizaines de milliers d'habitants, ce sont des gens qui sont sur le terrain. C'est des gens qui ont vécu ce que je dis là, qui ont vécu les petits boulots étudiants, les études, etc. Et c'est d'ailleurs des gens à qui on ne donne pas assez de pouvoir, tout comme aux médecins locaux d'ailleurs, sur des thématiques de santé. C'est toujours des grands experts déconnectés qui parlent, mais des gens de terrain qui voient des milliers de patients, on s'en fout. Bon, autre sujet. Donc toujours est-il qu'aujourd'hui, quand j'observe ça, je pense au législateur sain. Donc je pars du postulat que quelqu'un a une position en politique et est sain, c'est-à-dire a envie d'avoir de l'impact sur un peuple parce qu'il a des convictions idéalistes. Et les amis, arrêtez de croire que ça n'existe pas, je vous en prie, ça existe. Il y a des gens qui sont passionnés. Le métier politique, par exemple, quand on le fait avec passion, c'est un métier insensé, parce qu'on ne te donne pas les moyens de tes ambitions, parce qu'on attend plus de toi que de soi-même, et qu'on fait que te faire des reproches, alors qu'on te donne à peine 5 ans pour réaliser des projets, et qu'en fait, la dernière année, tu fais ta campagne pour après, et au final, le nouveau gouvernement d'après, il va tout niquer, il va faire demi-tour. C'est compliqué comme métier. Donc un peu d'empathie, c'est pas mal aussi, parce que je trouve qu'on est très brutal avec eux. Moi, le premier, il y a plein de décisions que j'ai faites,
structurelle et professionnelle et même financière parce que je suis en désaccord, notamment avec la façon dont on utilise mes impôts en France, parce que c'est n'importe quoi. On devrait plutôt créer des crèches, des écoles, gérer le plastique et les problématiques de santé que de donner de l'argent à des start-upers à la con avec vos impôts qui ont un projet génial à qui en donne 100 000 euros. Je trouve ça effroyable. Et il y a d'autres trucs qu'on fait qui sont encore pires. Encore ça, c'est financer l'innovation. Donc oui, je suis assez ferme, mais par contre, je sais me mettre de leur côté. Quelqu'un qui a de belles intentions, les amis, qu'est-ce qu'il se dit face à une telle situation? Il se dit comment on fait le jour où on a une pathologie qui peut tuer 30% des gens en 24 heures? Comment on fait? Ben, ce jour-là, si on n'a pas prévu un cadre juridique, un cadre légal, tout le monde est mort. Parce que le temps où on informe les gens, le temps d'acceptation que l'information soit prise et le temps que cette panique ne soit pas réfutée par des gens comme elle l'est en ce moment, par exemple, et je comprends que les gens aient une posture de réflexion et d'analyse, je trouve que c'est un processus intelligent. J'aime pas qu'on les censure d'ailleurs, c'est mauvais signe. Ce qui est bon signe, c'est d'accepter le débat. Mais ici, si jamais une pathologie un jour, et c'est là où le politicien fait une erreur, c'est que le politique, il vous dit pas ça. En fait, il vous dit pas ça parce qu'il dit si je leur dis, et que je les traite comme des gens intelligents, malheureusement, eux, ils vont se déresponsabiliser et ils vont se dire bon, bah, puisque j'ai l'information, c'est pas grave, je ne fais pas. Et en fait, c'est ça le problème qu'on a. C'est que on voudrait traiter comme des gens intelligents, mais quand on nous respecte et qu'on nous donne des infos, au final, on joue pas le jeu. Vous voyez, c'est quand même extrêmement dommage. Par exemple, si on vous dit oui, tu peux sauter sur le canapé, c'est pas grave, il est waterproof, vous faites n'importe quoi. Alors que si on vous dit attention, à la moindre goutte d'eau, ça va absorber, vous faites attention. Vous voyez? Alors que bah, dans une situation A et dans la situation B, vous n'allez pas faire ce qui est bon pour notamment la structure dont je viens de parler. Donc c'est hyper compliqué comme sujet. Et pour le rendre un peu plus simple, mettez-vous 2 secondes à la place de ces gens-là. Et c'est vrai, si jamais demain une pathologie tue 30% des gens qu'elle touche en 24 heures et qu'elle arrive, bah, je suis obligé de dire qu'en effet, ça m'arrange un peu qu'on ait un moyen législatif et structurel, politique et global, étatique, gouvernemental, de nous enfermer pour éviter qu'on crève tous en fait. Parce que le temps qu'on fasse accepter aux populations qu'il se passe quelque chose de grave, il se peut qu'on soit tous morts. Donc vous voyez, je grossis un peu le trait pour vous montrer comment ils raisonnent, parce que c'est leur problème en fait. Ils ne se présentent pas sur des plateaux de télé en vous expliquant que c'est ça en vrai le fond du raisonnement. Les sujets de confinement et toutes ces histoires-là, parce que je parle à beaucoup de gens qui sont en politique, relativement haut placés, c'est très intéressant d'écouter ce qu'ils disent. Les sujets de confinement et toutes ces histoires, toutes les études du monde ont montré que ça, même l'OMS, il ne dit fait pas ça. Donc à un moment donné, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est on prépare la pensée, et en effet, ça s'appelle la récupération pour le coup, mais elle n'est pas forcément toujours malsaine, une situation, une population, à une situation qui soit pire. Et on se dit, ok, il y a ça, voyons si on est capable de l'exercice de la discipline, parce que le jour où ça merde, et le jour où on n'est pas sur du SARS-CoV-2, mais le jour où on est sur du Covid, pas 19, mais 23, que le truc, il a un taux de, malheureusement, de propagation énorme et qui tue 20 ou 30% des gens, on est vraiment dans la merde. Donc en fait, vous voyez, pondérez un petit peu ce sujet-là, parce qu'en 2 secondes, je viens de vous prouver qu'un document qui a même été repris dans certains documentaires et qui fait passer tout ça pour un vaste complot, bah, il y avait eu au moins 10 propositions de loi et des lois adoptées dans plein de pays par les législateurs locaux sur la notion d'anticipation de pandémie. Et donc ça n'est pas nouveau, c'est juste donc un hasard, c'est une corrélation, mais ça n'est pas une causalité. C'est pas parce qu'il y a eu ça qui a été écrit et 2 mois après une pandémie que ça a été préparé. Vous voyez comment on fait? On recherche, on regarde, on tape sur Google. Oui, ça prend du temps. Mais les amis, si vous ne prenez pas du temps pour ce genre de choses, mais que vous en prenez pour converser à table sur des sujets qui sont importants, si vous commencez à vous rejeter les uns les autres, à vous embrouiller en famille, à avoir des conflits sociaux avec des amis, parce que vous pensez avoir raison, et c'est comme ça, moi je sais, et que vous prenez 2 heures pour discuter de ces sujets tous les jours, mais que vous prenez même pas 1 heure dans la semaine pour essayer de vérifier la véracité des propos que vous tenez, je pense que vous êtes dans l'erreur en fait. Je pense que vous vous trompez et que nous devrions élever un petit peu notre niveau d'analyse et de conscience de chaque sujet. Je ne me fais l'avocat et le défenseur de rien. Si vous observez, j'ai dit tout autant de choses qui sont très punchy à l'égard des gouvernements actuels et de leur façon de traiter la crise que je ne l'ai fait à l'égard des gens qui sont dans l'excès d'analyse de complot, par exemple. Et pourquoi je fais ça? Pour la pondération. Tout n'est pas blanc ou noir. C'est pas où il y a un complot, où il n'y en a pas. Où je suis pour le vaccin, où je suis contre. Non, c'est où t'es con, où t'es intelligent, c'est ça? Non. En vérité, il y a des nuances. Il y a des situations, et d'ailleurs nous en parlons dans la vidéo qui sort la semaine prochaine, où je traite de la notion des qualités et des défauts. On a des éléments qui vont nous servir ou nous desservir occasionnellement, mais il faut arrêter de fait de penser que tout est blanc ou tout est noir. Il y a des nuances et rien n'est vrai, rien n'est ancré dans le marbre. Récemment, j'ai partagé un mème de Will Smith qui a été assez marrant, et dans lequel il parlait du fait que c'était écrit on a une pandémie mondiale, un virus qui tue tout le monde, et comme par hasard, aucun homme politique. C'est rigolo. Et je l'ai mis en mettant un peu de détente, un peu d'humour, ça fera rire tout le monde, je l'ai partagé en story sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, suivez-moi sur Insta, les gars, c'est bien, merci. De ce message-là, j'ai reçu plein de réponses. Des gens qui me disaient, non Pierre, mais tu te rends compte, c'est rigolo, mais en vrai, c'est grave, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai dit, hop, hop,
Je suis juste quelqu'un de simple, moi. Je suis pas très futé. Je vais aller sur Google et je vais taper personne célèbre morte Covid, juste pour voir. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, premier lien Wikipédia. Et là, il y a la liste. Alors, je la visualise très bien. Vous avez les drapeaux chinois d'abord. On commence par Wuhan, évidemment. Et vous avez une liste. Et ça m'a frappé parce que le cinquième, je crois, à droite, dans la colonne, c'est un bodybuilder. Je me suis demandé ce qu'il foutait là parce que t'associes pas souvent la Chine au bodybuilding, donc ça m'a fait rire. Voilà, ça m'a marqué parce que je fais du sport. Et ensuite, j'ai descendu et j'ai vu homme politique. Le premier d'ailleurs est en Chine. Ensuite, je crois qu'il y en a en Corée du Sud. De mémoire, il y en a en France. Bon, il y en a plusieurs, hein. On a d'ailleurs des anciens ministres et des gens qui ont eu des postures très importantes qui sont décédés malheureusement des suites du Covid. Alors, est-ce qu'ils sont morts que de ça? Non, les comorbidités, ils avaient des pathologies, peut-être moins d'un an à vivre, oui. Rappelons ça quand même pour pondérer la panique, hein, pour information, mais c'est pas un débat, d'ailleurs ça aussi c'est un fait médical, mais il y a des hommes politiques qui sont morts de ça, ok, et des gens en exercice également, et pas qu'en France, il y en a aussi en Italie. Donc à la seconde où il y en a qu'un seul, et il y en a pas qu'un seul, eh bien ce même, qui est un même humoristique, n'a peu de sens. Et donc on ne peut plus paniquer sur la base de cette information. Mais vous voyez comment on peut être biaisé parce qu'on ne fait pas cette démarche intellectuelle et honnête d'aller chercher l'information. On est en fait dans ce qu'on appelle des biais de confirmation, dans lesquels on va répéter et confirmer ce que l'on croit être vrai. Et en plus, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on est malheureusement dans une situation où nous, on ne reçoit que des informations qui sont liées à l'algorithme. Et l'algorithme, il fait quoi? L'algorithme, il vous montre des vidéos qui sont de proche en proche, en recommandation sur des thématiques similaires. C'est pour ça que je me challenge en écoutant des entrepreneurs, pas que américains, anglophones, français, mais également sud-américains et notamment hispaniques, parce que ça me permet de voir d'autres cultures. Sinon, tu es biaisé. Et en fait, tu vois toujours la même chose. Et moi, je le vois chez des gens qui commencent à tomber sur des chaînes qui analysent des complots mondiaux, etc., et qui paniquent un petit peu là-dessus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à dire, mais qui en rajoutent beaucoup. Eh bien, la deuxième vidéo, c'est la même thématique. La vidéo suggérée d'après, c'est une chaîne similaire, avec ce qu'on appelle les tags, les titres, les commentaires. C'est comme ça que ça marche, un réseau social. Donc, apprendre cette mécanique-là pour se rendre compte qu'on va finir par confirmer soi-même un propos qui est finalement pas aussi grave que celui qu'on veut, eh bien, c'est extrêmement dangereux. Donc, faites attention à ça parce que je pourrais continuer toute la nuit. Il y a plein de sujets sur lesquels vous êtes biaisé par des informations médiatiques ou extérieures et qui ne sont pas réelles. Prenez par exemple le trou dans la couche d'ozone, quasiment totalement résorbé, probablement que je viens de vous l'apprendre. Probablement que vous ne le savez pas. Bah, regardez, faites des recherches, vous allez voir. Donc vous voyez, sur ces sujets-là, les amis, il y a plein de choses qui évoluent. C'est pas tout blanc ou tout noir. Et en fait, j'ai vraiment envie d'étayer le propos parce que c'est grave ce qui se passe en ce moment. Plus personne ne peut converser calmement, plus personne ne peut être objectif. Et en fait, les gens sont, alors moi je suis pour, je suis contre ce truc, ils s'accrochent à une croyance et après ils se combattent. Mais pour moi, il n'y a rien de plus débile. Et quand je vois quelqu'un accroché à son poteau et qui essaie, en plus de ça, d'être intégriste avec moi et de m'imposer son point de vue sans aucunement le nuancer, je suis gravement dérangé. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas objective, ni objective. Elle va lire ce qui l'arrange, elle va confirmer les propos qu'elle croit tenir ou les croyances qu'elle croit avoir avec certaines analyses d'ailleurs, parce qu'on peut aussi avoir des études qui sont biaisées, d'où le pouvoir de la méta-analyse qui rassemble plein d'études et qui va lisser les erreurs statistiques. Parce que c'est sûr que si vous faites une étude sur 150 Japonais, ils n'ont pas du tout la même génétique que 150 Français ou que 150 individus qui sont nés au Sénégal. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc on prend ces trois études, on les lisse et on vérifie ce qui se passe. Et là on se dit tiens, en effet, on équilibre un petit peu les écarts et on observe ce qu'on appelle une tendance. Et là encore, c'est pas encore assez poussé. Il faut la force des années et il faut la force du volume. Donc vous voyez, toutes ces choses-là vous permettent de conclure sur un point. Ne donnez jamais de valeur universelle ou unanime à quiconque, à aucun propos, parce que nous pouvons nous tromper. Si vous me demandez à moi, qu'est-ce que je pense du fait de se surmédicaliser, par exemple, je suis contre. Je suis pour la notion d'homéostasie, j'estime que ma vie sur Terre c'est un droit, non, vous voyez, c'est un devoir pour moi de l'entretenir parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait, mais que ce n'est pas un droit. Donc je n'estime pas qu'on me doit quelque chose et que à un moment donné, je dois aussi accepter le fait que oui, j'aime le fait que la médecine moderne ait notamment sauvé mon propre père pendant plus d'une vingtaine d'années et je trouve ça très bien. Mais par contre, si à un moment donné je dois partir, je pars. Donc j'ai une vision moi là-dessus qui est pas, les gens sont très mes droits, moi là-dessus. J'ai de la chance d'être sur Terre et j'ai le devoir d'honorer mes deux bras, mes deux jambes, là où des gens à l'autre bout du monde, à Mumbai en ce moment, sont en train de crever de faim et n'ont pas forcément leurs deux jambes. Ça, c'est ma posture. Donc je suis très dur là-dessus. Si vous me demandez si je prends des médicaments quand j'ai mal à la tête, je réponds non, par exemple. Et donc là, vous allez vous dire, ah bon, alors moi, j'en prends pas non plus. Bah non.
Tout est contextuel en fait. J'ai une céphalée par an. Alors une céphalée, c'est un petit mal de tête. Alors, ça va durer entre 30 et 45 minutes en moyenne. C'est une petite inflammation, peu importe d'où elle vient. Si tu t'es bourré la gueule la veille, c'est logique, tu vois. Tu as un état inflammatoire, hein, ça tape un peu dans la tête et puis ça passe. Oui, ça m'arrive occasionnellement, peut-être une fois par an d'avoir mal à la tête. J'ai la chance de ne pas souffrir de maux de tête. Donc, est-ce que moi, je peux te répondre si toi, tu es migraineux? Admettons que tu es migraineux, migraineuse, tu as des migraines ophtalmiques extrêmement graves qui durent une demi-journée, qui te couchent complètement, et sous prétexte que tu m'as demandé sur Instagram ce que je pensais du fait de prendre du paracétamol ou un médicament quand on a mal à la tête et que je t'ai dit non, toi tu le prends pour argent comptant et tu l'appliques à ta propre vie. Eh bien ça, ce serait une erreur, mon ami. Donc c'est ça que j'aimerais t'inviter à faire, à prendre du recul. Et concernant ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit du point de vue politique ou dans ton environnement social, si tu te demandes à quel moment tu as la possibilité de blâmer quelqu'un ou alors de l'encourager, eh bien c'est très simple. Quand tu observes une personne, une entité ou une structure quelle qu'elle soit, qui va changer d'avis ou de posture alors que le contexte n'a pas changé, je t'invite à les blâmer et à les corriger et à les punir. C'est important ça par contre. Quand le contexte ne change pas, mais que la personne fait la girouette, c'est loin d'être bon signe. Par contre, quand le contexte change et que ces personnes s'adaptent, c'est ce qu'on appelle une marque d'intelligence, parce qu'en effet, rien n'est vrai et tout est contextuel.